sommes-nous dans l'Union européenne ? Après tout, nous ne l'avons jamais vraiment décidé. Et peut-être ne nous sommes-nous jamais vraiment posé les bonnes questions. Alors pour essayer de comprendre, j'ai décidé d'examiner de près les arguments de ceux qui défendent notre appartenance à l'Union européenne. On trouve ces arguments grâce aux discussions liées au Brexit et aussi grâce à celles qui ont eu lieu lors du dernier vote relatif à l'adoption de la Constitution européenne. Vote qui, soit dit en passant, a vu le non l'emporter à 55% et le gouvernement ignorer ce résultat. L'analyse des arguments m'a permis de les regrouper en 7 catégories que je vais maintenant vous présenter. La paix. Le fantôme d'Hitler flotte autour de la création de l'Union européenne. Les peuples d'Europe ne peuvent plus s'entre-détruire tous les 30 ou 40 ans comme ils le font. Coûte que coûte, il faut une solution. Si c'est pas Hitler, ça devient le bolchevique. Et aujourd'hui, Poutine. L'Europe permet aux Européens de vivre en pays amis et les protège contre les risques à venir. Et pour mieux les protéger, il faudra aller plus loin, mettre en place une politique européenne de défense et une sorte de FBI européen pour lutter contre le terrorisme. 1 minute. Depuis quand les peuples se déclarent-ils la guerre ? Les guerres ne sont-elles pas avant tout le fait de systèmes de contrôle, de pures décisions de pouvoir ? Vous imaginez, vous, un référendum pour entrer en guerre ? À moins qu'elle soit dirigée sur des envahisseurs extraterrestres, c'est impossible. Enfermer les structures politiques nationales dans une superstructure européenne ne résout donc pas le problème. Et le décale, voire nous écarte de la vraie solution de souveraineté populaire. Le risque de guerre concerne maintenant des superpuissances et plus de petites entre guillemets, puissances locales. Voilà le changement. Le peuple est encore plus impuissant qu'avant. Alors que pendant tout ce temps, nous aurions pu progresser vers des mécanismes populaires nous permettant d'empêcher la guerre, en soumettant autant que raisonnable ce genre de décision à la population et en militant pour qu'il en soit ainsi chez nos voisins. Si je continue de creuser sur cet argument, j'obtiens le contraire de l'argument. L'Union européenne nous dirige vers la guerre, alors qu'elle prétend faire le contraire. Ils veulent une Union européenne plus intégrée, même une communauté de défense. Il faut relancer le projet de défense européenne. Vous savez, le FBI a été créé en 1901. Nous avons besoin de la même chose à l'échelle européenne. Donc on voit bien que face à cette instabilité à l'est de l'Europe, mais au sud de l'Europe, eh bien, il nous faut construire une défense commune et ça devient maintenant, je crois, urgent. Je vois ça comme un avertissement. Dès cet argument de base, j'apprends qu'il faut se méfier des promesses et de l'argumentation que fait l'Union européenne. Jugement de valeur. Sortir, c'est stupide, c'est idiot, c'est mal comprendre. L'Europe est une belle idée. C'est une folie, mais c'est très grave parce que c'est à la fois absurde, mais pris pour sérieux. Je suis d'accord avec vous, une grande erreur politique et une bêtise en fait. Il y a un fantasme de l'hyper-pouvoir réglementariste qui est complètement idiot. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas des arguments mais des opinions, des jugements de valeur déguisés en arguments. L'argumentation pro-Europe en est truffée. Alors, ce n'est que l'opinion, une sorte d'humeur de celui qui s'exprime. Cela ne doit pas compter dans un raisonnement. Évidemment, votre subconscient reçoit le message, et ce type d'argument vous influence si vous n'y résistez pas activement. Ce n'est pas honnête de les employer. C'est au moins une faiblesse, au pire, une manipulation. Don de voyance. Puisque l'Union européenne est une idéologie, elle s'appuie naturellement sur des visions concernant le futur et sur une lecture des mécanismes de fonctionnement du monde actuel. Mais le futur, et encore plus le futur politique et économique, n'est pas écrit.
Les mécanismes ne sont pas entièrement compris. La science économique n'est pas une science. Elle n'en a au mieux que l'approche commune avec la recherche. Mais les mécanismes fondamentaux, servant à la lecture des événements et permettant de faire des prédictions, ne sont pas certains. Les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord sur les principes de base, et même lorsqu'ils le sont, ils ne sont pas d'accord sur les différentes prédictions. C'est parce que la politique ou l'économie s'assimile plus à la météo, c'est-à-dire l'étude de systèmes chaotiques imbriqués les uns dans les autres, où un petit changement est susceptible de tout changer et pour lequel les prédictions long terme sont impossibles à réaliser. Ce qu'on a appelé l'effet papillon. Voilà le consensus de la science économique. La plupart des analyses montrent un énorme impact négatif si la Grande-Bretagne devait quitter l'Union européenne. Plus on sera petit, plus les autres continents vont nous imposer leur point de vue. Plus on sera grand et fort, plus les prochaines générations peuvent prendre leurs décisions autonomes et ne pas se laisser imposer par la Chine demain, par exemple, leur manière de vivre. Le monde de demain est un monde d'empire, non un monde de petites nations. L'honnêteté voudrait d'employer le conditionnel pour exposer ses arguments. Or, les défenseurs de la cause européenne emploient systématiquement le futur. Une fois de plus, ils nous exposent leur lecture personnelle du futur, mais il est certain que d'autres lectures et d'autres prédictions tout aussi sérieuses existent. La rigueur pousserait à creuser chacun des points énoncés de cette façon pour tenter d'en déterminer une sorte de probabilité de pertinence. Mais cela donnerait lieu à d'interminables discussions, puisque la science étant imprécise, nous ne serions jamais d'accord sur le résultat obtenu. Alors, je ne retiendrai qu'une chose. Par l'emploi du temps futur et non du conditionnel, ces arguments sont présentés comme si cette probabilité de pertinence était 1. Or, ceci est impossible. Donc encore une fois, il s'agit au minima d'incompétence et au maxima de manipulation. Redistribution. Les scientifiques souhaitent le maintien dans l'Union européenne car ils bénéficient des subventions de l'Union européenne. D'une part, la compétitivité et la cohésion. Les dépenses de compétitivité favorisent la création d'emplois et la croissance dans tous les États membres. Elles financent principalement la recherche, l'éducation et les infrastructures. Les dépenses de cohésion visent à aider les régions défavorisées de l'UE. Leur part a augmenté avec l'adhésion des PECO, pays d'Europe centrale et orientale. D'autre part, la conservation et la gestion des ressources naturelles. Majoritairement via la politique agricole commune, qui accorde des aides aux agriculteurs et aux éleveurs pour soutenir leurs activités. Mais aussi via d'autres politiques pour le développement rural, l'environnement et la pêche. On comprend mal les agriculteurs britanniques qui, à 58%, souhaitent le retrait de l'Union européenne alors qu'ils bénéficient des subventions de la politique agricole commune. C'est l'argument le plus facile à contrer. Évidemment, quand on ponctionne, on redistribue. L'Union européenne n'est pas suffisamment stupide pour faire des contributions des États une dîme qu'elle se partagerait entre dirigeants. Non. Nous sommes dans un monde moderne et elle redistribue avec le tampon Union européenne. Juste pour dire, vous voyez, grâce à l'Union européenne. Vous portez un projet au sein de votre entreprise, de votre collectivité ou de votre association? Vous estimez que ce projet est bénéfique pour votre territoire et son économie, pour ses citoyens, pour leur qualité de vie? L'Europe peut vous soutenir. Si encore il s'agissait d'actions qui puissent avoir lieu uniquement parce que nous sommes dans un cadre de coopération, l'argument serait à moitié recevable. On ne pourrait y retourner que le fait qu'on pourrait avoir la même chose en mettant en place la même coopération. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit à 80% des cas de redistribution que l'État ferait de toute façon s'il ne se faisait pas à partir de l'Union européenne. Ce n'est que la couleur du tampon qui a changé,
et un coût de marketing en moins pour la nation au profit du marketing de l'Union européenne. Encore une fois, l'argument est fallacieux. C'est même tellement évident que cette fois, il est carrément malhonnête. Poids politique et pôle économique mondial. Je reconnais que cet argument est celui que je ne peux guère contrer. Je ne sais pas trop à quoi il sert et à quoi il fait référence. Sert-il à imposer des normes pour ceux qui souhaitent pénétrer le marché ? C'est en effet plus facile et plus attrayant de considérer pénétrer un marché énorme avec un seul jeu de normes sanitaires, par exemple, plutôt que de devoir le faire avec chaque spécificité nationale. Mais on parle bien de faciliter l'importation, là. J'ai du mal à distinguer en quoi cela aide Monsieur Tout-le-Monde qu'un commissaire aux comptes européen, parce qu'il a un poids économique plus important qu'un président ou qu'un ministre local vis-à-vis d'un homologue extérieur, en quoi cela bénéficie à Monsieur Tout-le-Monde ? Si Monsieur Tout-le-Monde y était parfaitement bien représenté, dans l'absolu, pourquoi pas ? Mais en pratique, ce n'est pas le cas. Alors, quoi ? Nous gagnons en prestige parce que nos maîtres pèsent plus lourd ? Mais si nous voulions le moins de maîtres possible ? D'un autre côté, je veux bien abdiquer sur cet argument parce que il est flou, il est géographique, on dirait qu'il est trop théorique pour moi. Parce que le peu que je parvienne à l'éclaircir, je n'en vois qu'un argument irrecevable. On va dire match nul. 0-0. Le marché commun optimise la croissance. Celui-là, c'est du lourd. C'est l'argument phare, le seul, le vrai, le dur. Car il est exact. Oui, le marché commun, c'est-à-dire un marché qui s'élargit, permet plus de croissance, et plus les échanges sont libres, plus l'activité est dynamique et créative. Oui. Pourquoi ? Parce que les acteurs, les entreprises ont accès à une base de clients potentiels plus grande, ou plus exactement, elles y ont accès beaucoup plus facilement. Leur potentiel de profit est donc beaucoup plus important. Et qui dit profit des entreprises, dit croissance, augmentation du PIB et plus de revenus par l'impôt. Le libre-échange, lui, favorise la nouveauté, l'inventivité, l'expérimentation, et tout cela est nécessaire pour obtenir du progrès. Plus vous en avez, et plus ça va vite, voire, dans certains cas, vous rendez des activités possibles qui ne l'auraient pas été autrement. Oui, dans certains cas. Car cela signifie aussi plus de concurrence, car les entreprises étrangères, faisant partie de l'Union européenne, accèdent au même marché. Donc, le gain n'est pas aussi direct que cela. Ce n'est que le potentiel de gain et de possibilités qui est plus grand. Ceci dit, c'est déjà ça. Et pour le consommateur, la concurrence, c'est aussi très très bon. Car plus de concurrence signifie guerre des marges et donc chute des prix. C'est un fait admis que dans un marché à forte concurrence, lorsque la maturité arrive, les marges des entreprises sont résiduelles et le consommateur est enfin gagnant. Au début, c'est le capital qui l'est. Mais après, c'est le consommateur. Et donc, sur le long terme, c'est le consommateur. Donc, de la concurrence, pour la population qui achète, c'est bon. Oui. Mais ce tableau ne dresse qu'une seule face de la réalité. Ce tableau se satisfait de la croissance économique obtenue par l'élargissement du marché et l'augmentation de la concurrence. Il écarte volontairement les effets secondaires qui s'avèrent être des effets primaires. Il écarte la dégradation de la qualité de la vie et le chômage obligatoire pour les nations dont les acquis sociaux défavorisent les entreprises en concurrence avec celles soumises à des acquis sociaux plus faibles. Ce tableau considère la vie humaine comme un duo de producteurs et consommateurs. Il fait l'impasse sur la perspective d'avenir et la qualité de vie. Pour celui qui ne vit que du capital, c'est-à-dire celui qui doit choisir chaque jour où il place et déplace ses billes, le fait que le marché s'agrandisse, se dynamise par un accroissement de concurrence, cela ne change pas grand-chose. Tout au plus doit-il réfléchir un peu plus et prendre en compte plus de paramètres.
Je ne dis pas que c'est facile, c'est extrêmement difficile, c'est ingrat, stressant et totalement impitoyable. Mais l'ami n'est pas à plaindre. Et finalement, un grand marché, c'est pour lui un jeu un peu plus excitant. Mais pour celui qui œuvre, que ce soit pour le créateur ou pour l'exécutant, la pression augmente. L'obligation d'être le meilleur est beaucoup plus présente. C'est marche ou crève, c'est toi ou lui, tous les jours, toute ta vie. Waouh, quel bonheur cette perspective de vie. Un marché ouvert gigantesque est hyper sélectif. Tous les jours, tu dois inventer, tu dois surperformer pour ne pas te faire bouffer. Allez-y, faites des enfants pour alimenter la machine. Cette vision est une aberration. Qui pense réellement que ceci est un progrès ? La vie n'était-elle pas plus facile avant ? Le savoir-vivre n'est-il pas en train de disparaître au profit d'un impératif de performance ? Et que penser de l'autre évidence de concurrence déloyale, de la disparité des acquis sociaux ? Même en faisant la passe sur des notions de qualité de vie, un tel système commun ne pourra avoir de légitimité que si les obligations sociales des entreprises étaient identiques ou sinon suffisamment similaires d'un bout à l'autre du marché. Or, ce n'est pas le cas, et toutes celles situées là où les acquis sociaux sont les plus forts sont défavorisées. D'un point de vue financier, c'est comme si vous faisiez une course avec un sac de sable. Forcément, beaucoup sont perdants. Les entreprises ferment leurs portes, et localement, le chômage augmente. Au final, ce sont les acquis sociaux qui sont attaqués. Et cela devient évident aujourd'hui, puisque la pression qu'ils subissent pousse à ce que nous nous en séparions. Les dés sont pipés depuis le début. Quand vous n'avez pas le libre-échange, quand vous, c'est-à-dire votre organisation sociale, subit une attaque commerciale avec des produits ou services surperformants parce que, à la source, les acquis sociaux ne sont pas les mêmes, vous imposez des taxes d'importation et annoncez qu'elles seront diminuées, voire supprimées, lorsque les acquis sociaux seront équilibrés. De cette manière, vous luttez pour les acquis sociaux des autres pays et protégez les vôtres. En quelque sorte, vous exportez votre lutte tout en protégeant le monde que vous vous êtes construit, au lieu de subir l'exportation de l'inégalité et la destruction de votre propre construction. Ceci est vrai, même si vous considérez que votre pays porte des acquis sociaux trop exagérés. Le but est de trouver le juste équilibre, pas de se faire imposer une situation déséquilibrée. Cet argument est donc le pire de tous, car il prône un fait largement accepté, mais qui consiste à voir la vie avec les œillères de l'investisseur. Il omet volontairement de considérer l'illégitimité de la mise en concurrence des modèles sociaux. Et il omet volontairement de mesurer le prix qu'il en coûte en termes de stress et d'espoir imposés à chaque acteur de la société. L'euro est une monnaie forte. Celui-ci est un argument en trompe-l'œil. Il est souvent associé au précédent, puisqu'un marché dynamique supporte généralement une monnaie forte. Mais prenons la loupe et regardons ce qu'est vraiment une monnaie forte. Une monnaie forte est une monnaie qui conserve sa valeur avec le temps. Les épargnants peuvent la conserver sans crainte de perdre la valeur car les prix restent stables. Cela devait être le cas de l'euro, car il a été conçu afin que les États ne puissent pas décider d'en imprimer de nouveau, le transformant de facto en monnaie stable. Mais il existe d'autres sortes de monnaies fortes. La plus forte, probablement, est une monnaie qui, bien que sa planche à billets soit régulièrement utilisée, conserve, ou presque, son niveau de change. Il s'agit du dollar, qui est accepté dans le monde entier. Il est utilisé dans les échanges internationaux, ce qui fait que bien qu'il soit régulièrement dilué par des opérations de planche à billets de la Réserve fédérale américaine, la Fed, qui au passage, il faut le rappeler, n'est qu'un organisme privé, perd moins que ce qu'il devrait car la demande naturelle organique reste forte. Le dollar est la vraie monnaie forte du monde actuel, car bien que vous puissiez tricher avec, ou plus exactement les politiciens, son prix de change n'en devient que partiellement affecté. Ceci dit, sur le très long terme, elle n'est pas si forte que cela. Elle a déjà perdu
93% de sa valeur au cours des 100 dernières années. L'euro est donc une monnaie forte par conception, par interdiction de dilution. Mais elle reste une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire adossée à rien, si ce n'est au dollar. Lui-même aussi fiduciaire, sans référence. Lui est fort grâce à l'adoption qu'il connaît. Elle est donc toujours moins forte, par conception, que le serait une monnaie directement adossée à l'or ou l'argent, c'est-à-dire échangeable contre de l'or ou de l'argent à taux fixe, comme le furent le dollar ou le franc à leur création. D'ailleurs, l'euro perd actuellement de sa valeur, car la Banque centrale a décidé d'aller à l'encontre de ses traités fondateurs et achète, sur les marchés financiers, avec sa fausse monnaie, autant d'actions que nécessaire, c'est-à-dire 80 milliards par mois depuis 2 ans, jusqu'à ce que la machine économique reparte. Alors certes, elle n'imprime pas directement, mais ceux qui possèdent des actions ou des obligations voient les cours augmenter ou se maintenir grâce à cet apport d'oxygène artificiel que représente cette manipulation comptable. L'effet est d'ailleurs en partie visible. L'euro ne vaut déjà guère plus qu'$1, alors qu'il en valait 1,4 il y a seulement 3 ans. Et que dire de sa valeur par rapport aux biens tangibles, que ce soit l'or ou l'immobilier, depuis le lancement de l'euro au 1er janvier 1999 ? Alors l'euro n'est plus une monnaie forte. Cela reste toutefois une monnaie plus forte que celle d'un État qui abuse de sa planche à billets. Oui. Mais un État plus petit, raisonnable sur ses émissions, n'aurait pas à rougir face à l'euro. Rien ne dit que la valeur de sa monnaie ne pourrait pas s'apprécier, voire se maintenir malgré une utilisation populaire de sa planche à billets. Il suffit que les investissements ne soient pas des dépenses et que la demande relative de monnaie soit soutenue par le dynamisme de son économie, et cette monnaie sera une vraie monnaie forte. S'il est presque prouvé que la planche à billets est un outil diabolique dont il faut grandement se méfier, il n'est pas prouvé pour autant qu'il faille systématiquement se priver de l'utiliser. Elle n'est que du crédit à taux d'intérêt 0. Et l'on sait que le concept de crédit est un outil très attractif et indolore pour tout investissement d'ordre général qui produit de la valeur sur le long terme, et encore plus lorsqu'il en apporte de multiples façons, comme c'est le cas pour les voies de communication et les infrastructures de base. Mais l'objet n'est pas de débattre de la sainteté de la planche à billets, mais de l'argument selon lequel l'appartenance à l'Union européenne permet, soi-disant, de bénéficier d'une monnaie forte. En réalité, ce n'est qu'une monnaie fiduciaire qui a été conçue pour ne pas sombrer dans les délires de la planche à billets, mais qui, comme les autres, va probablement trouver tôt ou tard sa voie de destruction. Pour l'euro, ce sera peut-être cette magouille légalo-institutionnelle que représentent ces opérations d'assouplissement quantitatif non conventionnel, le terme pompeux de la mise sous respiration artificielle du système boursier mondial. Si encore l'euro avait tellement le vent en poupe que tous les pays du monde se mettaient à l'utiliser, alors oui, ce serait une monnaie forte et il offrirait aux populations une sorte d'avantage, d'ailleurs éthiquement discutable, que les populations pourraient utiliser pour financer des progrès sociaux. Mais ce n'est pas le cas. L'euro n'est donc pas une monnaie forte, c'est une monnaie fiduciaire qui devait être stable. Elle a déjà perdu cette propriété de stabilité. L'euro, monnaie forte, n'est donc même plus un argument. Fuyez, pauvre fou!